Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprise de qualité. Est-ce que ta bancaire est en faillite? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en date d'aujourd'hui. Alors, n'ayez pas peur quand je dis est-ce que ta bancaire, ta compagnie bancaire ici est en faillite, etc. Voilà, c'est pas, je ne suis pas en train de t'annoncer qu'elle va faire faillite ou quoi que ce soit. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui a été demandée ici par un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on fait présentement ici. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Et ça parle de bancaire ici. Donc, vu que c'est une banque et qu'on a, la formation thématique qui arrive au mois d'avril ici, et on a encore des places disponibles, d'accord, 135 places disponibles jusqu'à la fin du mois de mars, vous allez pouvoir avoir ici, toujours dans le top premium, vous allez pouvoir avoir accès à ces formations-ci sans débourser une charge supplémentaire ici. OK? Donc, en fait, en réalité, vous payez juste pour le top premium et vous aurez accès à la formation thématique quand elle sera disponible. Si d'ailleurs elle vous intéresse, donc comment analyser une banque ou bien comment lier les rapports financiers. OK? Donc, attention, les deux seront disponibles ici au mois d'avril. D'accord. La première, c'est d'abord comment analyser une banque. Même si la banque ne vous intéresse pas, peut-être comment lire les rapports financiers. Ça ne vous intéresse pas les états financiers, mais les rapports financiers. Donc, quelles sont les questions qu'on va poser, par exemple? OK. Et après, on vous montrer également où est-ce que vous devez aller rechercher, etc. OK, donc il reste à peu près 135 places ici. Ça se termine au mois de mars ici. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Donc, vu que c'est un abonné Top Premium qui a demandé l'analyse quantitative de cette compagnie-ci, vous savez que pour les bancaires, d'accord, je vais vous épargner tout ce que je fais généralement. Regardez, même pas, on va le faire. Première chose, revenu stable ou croissant? Croissance des revenus. C'est bien. Ici, c'est une acquisition. Ça, je ne me casse même pas la tête, même pas besoin d'aller vérifier. Je sais que c'est une acquisition. Aucune entreprise ne fait des revenus pareils, surtout pas les bancaires. Ça ne se comporte pas comme ça. Acquisition. On peut voir ici que c'est une entreprise qui a tendance à avoir des revenus croissants. C'est bien, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'en termes de net income, est-ce qu'on a quelque chose de stable également? Oui, magnifique, good job. Voilà, j'allais parler comme le coach de Cyril Gann. Donc, on continue ici, c'est bien. 5 milliards 993 ici, donc ils gagnent de l'argent chaque année. OK, c'est parfait. Donc, maintenant, je vais regarder je vais très rapidement, hein, parce que je pourrais regarder le loan, le loan allowance, non-performing loan, non-performing loan par rapport au total des loans, allowance from KD loss, etc. Voilà, ce sont des éléments ici. On va vous en parler au niveau de la formation. Donc, en fait, ça veut juste dire ici que, voilà, l'argent, elle a mis à peu près 4 milliards de côté ici en cas pour les pertes prévisionnelles ici. OK? Donc, par rapport au crédit, au crédit ici non performant. Ça ne veut pas dire qu'elle elle va payer le 4 milliards 386, mais elle se prépare à le perdre. OK? Donc, au cas où les personnes à qui elle a prêté de l'argent ne remboursent pas. Bref, on revient ici. On a regardé les net income et vous savez que j'aime bien regarder également le core tier 1 ratio. Et ce qui est drôle, c'est que cette métrique-là, vous allez voir que toutes les banques ici essayent de l'avoir. Voilà, il faut que ce ratio soit aux alentours de 10% par là. D'accord. C'est une règle, c'est réglementé, c'est vraiment une règle ici, c'est au niveau du régulateur, c'est au moins 10%. Donc, quand vous remarquez une banque n'a pas 10%, faites attention. C'est-à-dire que par rapport à tous ces actifs, le pourcentage des actifs liquides ici, si on lui demande, OK, Trust Financial, on a besoin de cash ici, elle a 10% de liquidité, ultra liquide, d'accord. Donc, c'est bien. D'accord, c'est bien. Et vous voyez que par rapport à 2008, etc., on est à peu près à des niveaux assez élevés. Techniquement, il ne faut pas que c'est juste là, comment on dit ça, c'est pas très. On était ici aux alentours déjà de 9%. Donc là, on est à 10,5. C'est bien. D'accord, elle respecte ici la réglementation. C'est une bonne chose. Maintenant, on va regarder, je vous épargne le return on equity qui est très important pour les bancaires. Je vous ai toujours dit, privilégiez les bancaires qui ont au moins un return on equity aux alentours de 10 et qui arrive à maintenir ce 10-là stable. Quand on a un return on equity ici inférieur à 10, les amis, faites attention. D'accord. Et encore, on parle de return on equity. Normalement, on devrait parler de return on tangible equity. D'accord. Parce que c'est le tangible book value que nous utilisons ici. Donc, en parlant de tangible book value, vous savez que je cherche un tangible book value qui a tendance à augmenter. Vous observez quoi? Ça augmente, n'est-ce pas? Mais pourquoi depuis les derniers mois, ça diminue? Très important à les remarquer. Le plus haut ici, c'était quand? Décembre 2020. Pourquoi le tangible book value a diminué? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que si le tangible book value diminue, ça veut dire que la valeur ici du tangible book value per share va diminuer. Donc la valeur ici des actifs tangibles net par action va diminuer. Donc c'est-à-dire que si moi, je l'ai acheté ici à 25 dollars en pensant que, OK, les actifs tangibles par action ont tendance à augmenter année après année. Donc, si j'achète à 25 dollars, je l'achète net à ces actifs tangibles et chaque bénéfice net ici, je pourrais bénéficier ici de chaque bénéfice net ici sans me.
sans me préoccuper du fait de mon prix d'acquisition, entre parenthèses, hein, parce que techniquement, c'est pas trop ça. D'accord? Donc, je l'ai acheté à sa juste valeur, on va le dire comme ça. 25. Le trimestre, une année plus tard, on me dit que non, maintenant, c'est plus 25, c'est 17, alors que l'entreprise a gagné de l'argent entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Donc, ce qui veut dire que, premièrement, il faut aller regarder la qualité de ce tangible book value-là, que ce soit à 25, que ce soit aujourd'hui. OK? Et je vais vous montrer une chose. Vous savez que les banques, on ne les achète pas plus qu'une fois les tangible book value per share. Je m'en fous de savoir qu'elles soient croissantes ou pas. Regardez ceci. Parce que quand le marché se retourne, voilà le genre de situation qui arrive. D'accord? Les gens n'ont que leurs yeux pour pleurer. Pourtant, on ne cesse pas de dire, les amis, attention, attention, attention. Vous payez 2,3 fois les tangible book value pour cette compagnie. Oui, je peux comprendre qu'il y a une certaine croissance. Mais je veux dire, les amis, si on prend la croissance moyenne des revenus sur les 10 dernières années, et encore, ne prenons même pas les revenus, parce que techniquement, on doit prendre les net income. D'accord? Parce que le tangible book value ici, il est influent. Enfin, non, techniquement, on doit prendre le tangible book value, la croissance du tangible book value. Parce que c'est lui ici, on va prendre ça ici. Est-ce que j'ai le tangible book value? Voilà, il est là. Sur les 10 dernières années, on a une moyenne ici de 7%. D'accord? Sur les 5 dernières années, il faut vraiment qu'on ait une croissance de 15% ici pour que le 2,3 fois moyen soit justifié. Vous voyez déjà que sur les 10 dernières années ici, donc je vais prendre ça, sur les 10 dernières années ici, on a 2 fois les tangible book value. Pourtant, la croissance sur les années précédentes n'est que de 7%. Ça, déjà, il y a un problème. OK? Quand je vais prendre à peu près les 5 dernières années, disons, enfin, je veux même prendre les 5 dernières années, on a une croissance aux alentours de 7% encore. De 5 oui, de 7%. 5 dernières années. Les 3 dernières années, la croissance est de combien? On a même eu un moins 12% ici par rapport aux 3 dernières années. Donc, vous voyez que ça ne colle pas. Pourtant, des gens se sont amusés à payer 2 fois les tangible book value pour ce genre d'entreprise. Et on est étonné de savoir que ça chute aujourd'hui. Mais je veux dire, allons donc, calmons-nous, les amis. D'accord? Donc, ici, vous constatez quoi? Si je devais l'acheter au tangible book value per share, je ne l'aurais pas acheté à plus de 25 dollars premièrement, avant même qu'il y ait la diminution, la réduction du tangible book value. D'accord? Donc, j'aurais attendu 25. Aujourd'hui, on est qu'à 30. D'accord? Je parle des éléments quantitatifs uniquement. Je ne suis même pas encore allé dans le bilan et on va y aller. D'accord? Donc aujourd'hui, par exemple, si cette compagnie-ci m'intéresse, je ne l'achète pas à plus de 17 dollars l'action. D'accord? Aujourd'hui, on me vend ça à combien? 30. Ça ne m'intéresse pas. Simple. Je passe à autre chose. Bye bye. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous du dividende, de savoir si c'est stable ou croissant ou quoi que ce soit, parce que moi, mon problème avant tout, c'est d'avoir mon downside protection. C'est-à-dire que c'est de l'acheter à ses actifs tangibles nets par action. Si je l'achète en date d'aujourd'hui, en me basant sur les bénéfices nets, etc., c'est à mes risques et périls. OK? Bref, maintenant, on va questionner même la qualité de ce tangible book value. OK? On y va. Je vais dans le 10K, d'accord, de cette compagnie-ci. Je vais aller regarder quoi? Je vais regarder comment on appelle ça? Le bilan, d'accord? Le bilan comptable. OK? Le balance sheet ici. Donc, je vais aller regarder ça. Donc, je cherche les actifs et je vais questionner la qualité des actifs. Ce qui est bien sur les compagnies américaines, avec le gap, on nous donne la valeur ici, le fair value de ces actifs-là. Donc, balance sheet, ACL, balance sheet, balance sheet, balance sheet. Où est-ce que c'est? Voilà, je vous assure que c'est un véritable casse-tête, ces affaires-ci. Donc, vous comprenez que quand vous me demandez d'analyser les bancaires, les amis, ça me prend du temps. D'accord? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Alors, on continue ici. Voilà, actif tangible. Voilà, où est-ce que tu es? Voilà. OK. Je vais juste retourner en arrière, 2 secondes. Hein. On va juste retourner un tout petit peu en arrière ici. Je vais regarder la page 83. Je cherche d'abord le tangible book value. Tangible book value. Tangible book. Donc, je fais une recherche. Est-ce qu'on me donne cette information-là? Je ne pense pas. Je vais juste venir ici, au niveau du Q4. Je mets tangible. Je vais regarder si on m'a donné cette information. OK. Je cherche le tangible book value, return on tangible book value, return on average. OK, où est le tangible book value ici? Ça, c'est le return ici, return average. Je cherche le tangible book value. Je suis dans les rapports financiers, je ne suis pas parti ailleurs là. OK, return. Sinon, je vais prendre ce qui est affiché sur Coifin. OK, c'est parce que je voulais l'information sur
au niveau des rapports financiers directement. OK. Tangible Common Equity. 23 milliards 933 millions. Quand décembre 2022. Je note combien 23 points. On va juste mettre ceci. 23,933. Ça, c'est le Tangible Book Value, n'est-ce pas? OK. Maintenant, je viens dans le bilan, page 83. On va page 83. C'est leur 10K. Hein? Donc, page 83, le 10K ici, c'est à peu près le rapport annuel ici pour les compagnies américaines. Tac, 10K. Page 83. Oh, c'est page 83. Ici, je suis à 66. Allez, on va aller à 83. Voilà, on est là. 83. Tangible Book Value est de combien? Excusez-moi, c'est 23 milliards 933 millions. Maintenant, il faut l'ajuster. Commençons par celui-ci. HTM, All to Maturity. Je vous épargne les termes, je pense que vous en avez entendu parler. Si vous ne connaissez pas, copiez, collez, Google it. D'accord? Un tout petit peu de recherche également de vos côtés. Regardez ceci. On est à 57 milliards 713 millions. Valeur réelle, 47 milliards 791. Ouais. Différence de près d'une différence de combien? 10 milliards. Donc, on fait d'abord 57,713. On est juste là. Moins 47,791. Ça donne au total près de 9 milliards 920 millions. OK? 922. Première chose. Deuxième chose. Ici, c'est 1 milliard 444, valeur réelle 1 milliard 65. Donc, vous voyez ici que on va se dire ici à peu près 300 millions. On va être gentil. Plus 300 millions. D'accord? Donc, c'est plus ce 0,3. 300 millions. Donc, on est déjà à près de 10 milliards qu'on doit déjà retrancher de notre Tangible Book Value. OK? Pour l'ajuster. Après ça, vous avez le loan and lease ici. Déjà, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. S'il a besoin d'ajustement, on doit aller voir à peu près. OK? Donc, c'est à peu près ces deux éléments-là qu'on peut ajuster. Vous voyez que juste l'ajustement, juste en prenant en considération la valeur faciale réelle ici, on est déjà à 10 milliards d'ajustement. Je fais moins 10 milliards, moins le 23 milliards. Vous savez la valeur, le tangible book value ici. D'accord? Il est de 23 milliards et il est où le chiffre en question? Pourtant, je l'avais ici. Je vois, je l'ai encore perdu. Donnez-moi juste un instant. Attendez. 23 milliards 400. Bref, je pense que je l'aurai de toutes les façons ici. Oui, il est là, 23 milliards 933. OK. Donc, moins 23,933. Ça donne 13 milliards 711 de tangible book value ajusté. Et ici, au niveau du nombre d'actions, combien d'actions on a? Je n'ai même pas regardé ça. Elle a augmenté son nombre d'actions parce qu'elle a fait une acquisition. Et vous voyez qu'elle a l'habitude d'augmenter son nombre d'actions ici. Tout simplement, je pense qu'elle fait beaucoup de petites acquisitions ici parce que c'est une banque régionale. Faites attention, on n'a pas encore parlé du type de banque ici. Vous allez comprendre quand on va faire la série 2 ici de comment lire les rapports, comment analyser une compagnie bancaire. OK? Donc, comme je l'ai dit ici, pour le service Top Premium, les places sont limitées. Donc, la formation thématique, elle est là. Donc, n'hésitez pas à y accéder. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, en date d'aujourd'hui, après l'ajustement, combien est-ce que je paye pour cette compagnie ici? D'accord? Après l'ajustement, nombre d'actions, on a 1 milliard 340. Soyons gentils. 1 milliard 340, 13 milliards 770. Donc, ça va à peu près nous donner aux alentours de 10 $ par action. On est à 30,91. Tant qu'on n'est pas à 10 $ par action, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Ça ne m'intéresse pas du tout. OK? Parce que les pertes ici pourraient être très élevées dans le futur. Je ne suis pas encore dit que Trust Financial va faire faillite ou quoi que ce soit. Non. Il faudrait regarder ici, il faut faire attention. Si elle n'est pas confrontée à une crise de liquidité, ça va aller pour elle. Mais s'il y a des gens qui commencent à retirer leur capital, donc elle va devoir vendre certains de ses actifs pour pouvoir rembourser les dépôts. Et ça va être compliqué. OK? Parce que quand on est ici au niveau des assets, au niveau des liabilities, vous allez voir que la plus grosse partie, ce sont les interest bearing deposits. D'accord? Donc les dépôts ici assujettis à l'intérêt, aux intérêts. D'accord?
Et ici, c'est non-interest bearing deposit. Donc, les dépôts ici non assujettis à l'intérêt. Donc, vous pouvez voir ici, est-ce qu'on a une évolution? Oui, ça augmente. Est-ce qu'on a une évolution ici? Non, là, ça diminue. Ça veut dire que les non-interest bearing deposits diminuent parce que normalement, on arrive à un environnement où les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés. Donc, tout le monde veut, voilà, je ne vais pas mettre mon argent quelque part qui ne me rapporte rien du tout. Donc, si ça diminue et que ça augmente, déjà, vous savez que ça va comment on dit ça? Il y aura une charge supplémentaire ici au niveau du coût, au niveau du coût ici lié au taux d'intérêt. OK? Comme je l'ai dit ici, pour la banque, ici, la différence, c'est le revenu ici, le bénéfice net dépend à peu près ici du taux d'intérêt que vous payez vs le taux d'intérêt que vous recevez. C'est essentiellement vendre et acheter de l'argent ici. OK? Donc, on n'est pas encore revenu ici, on n'est pas encore arrivé ici au niveau ici du type de revenu d'une banque ici. On a les revenus issus des intérêts et les revenus qui ne sont pas issus des intérêts. Par exemple, les revenus qui ne sont pas issus des intérêts, c'est par exemple les banques ici. Vu qu'on a trois types de banques, il y a trois grands types de banques. On a les banques commerciales, les banques au détail et les investment banking. OK, on va le dire comme ça. Ce n'est pas que ça. Donc, d'accord. Donc, on peut également ajouter ici autre chose qu'on appelle généralement les thrift, save and loan bank ou bien financial institution. Donc, bref. Ici, cette compagnie-ci, il y a également asset management, excusez-moi. Il y a également asset management. Donc, il y a également si on a un segment asset management, généralement, on va se rémunérer ici par des frais liés aux actifs tangibles, aux actifs sous gestion. OK, donc faites attention avec ça ici. Donc, il faut regarder ça. Donc, ça va peut-être provenir ici des revenus issus qui ne viennent pas ici des intérêts. OK, donc faites attention. Donc, les banques ici ont deux manières ici de rapporter de l'argent. Enfin, les revenus ici des intérêts et les revenus qui ne sont pas issus des intérêts. OK? Donc, on ne va pas revenir dessus ici. Peut-être qu'on fera une vidéo ici pour expliquer ça vite fait en passant. OK? Parce que de toute façon, vous allez retrouver ça dans la formation également. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, Trust Financial ou bien Trist Financial, personnellement, si je l'achète, c'est uniquement parce que je pense que les bénéfices nets ici pourront être durables dans le futur. D'accord? Est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas. Est-ce que les analystes s'attendent à quelque chose en termes de bénéfices nets ici? Vous voyez déjà que oui, quand même, mais ça c'est en diminution par rapport à l'année précédente. Donc, si on se fie juste aux bénéfices nets par action ici, on se dit que si on l'achète à 10 fois les bénéfices nets ici, la capitalisation boursière ici peut être bien plus élevée que ça. Mais attention, moi j'aime bien payer les tangible book value et je suis assez correct avec ça. Par exemple, si je peux, quand vous allez regarder les banques comme JP Morgan, Chase, OK. Il faut également regarder est-ce qu'elle est plus une banque dans le segment wealth management ou bien elle est plus une banque ici dans le segment de détail, d'accord? Donc moi je l'analyse comme une banque ici, mais ça peut également être une compagnie d'assurance à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je dis que ces zones d'entité-là, faut faire attention. C'est très complexe à analyser. Ici, par exemple, JP Morgan Chase, vous voyez qu'on paye ici $127 l'action, alors que les actifs tangibles sont à 72. Maintenant, c'est tant mieux si les actifs tangibles continuent à monter, mais également, il faut voir la plupart, l'entreprise ici fait quoi précisément? Est-ce que c'est plutôt investment banking, wealth management, où est-ce qu'on se situe? Parce que si on a un wealth management ici, on va l'évaluer un peu comme une BlackRock, vous voyez? D'accord? Donc, faites attention également ici, quand on regarde les actifs tangibles par action, il faut savoir déterminer ici quel est le type de banque qu'on a présentement. D'où provient la majorité de son revenu ici. OK? Donc, pour Trust Financial, je n'ai pas vérifié cette information-là. D'accord? Donc, je vous encourage, si c'est une entreprise qui vous intéresse, d'aller regarder en profondeur. De toute façon, on pourrait en reparler ici et faire ici un cas d'école. OK? Mais déjà, je sais que les actifs tangibles ont tendance ici, il faut déjà commencer par les ajuster en conséquence. Et si on veut se baser sur les actifs tangibles par action ici pour faire l'acquisition de cette compagnie-ci, il faut déjà faire attention à ces actifs tangibles-là. D'accord? Il faut déjà les ajuster en conséquence. OK? Ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme je l'ai dit toujours, comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on va se donner rendez-vous ici, d'accord, sur la prochaine vidéo. Je pense qu'elle est plus une bancaire ici parce que les revenus issus des intérêts, interest and fee on loan, donc and lease, donc voilà, sont plus élevés que les revenus qui ne sont pas issus des intérêts ici, si je ne me trompe pas. Bref, on pourrait également voir ici que le non-interest income ici, c'est 2,227 excusez-moi. J'aime quand je cherche une information, il faut que je la trouve, sinon je ne vous laisse pas partir. Donc, vous voyez ici que ça, ce sont les revenus qui ne sont pas issus des intérêts.
assurance, gestion de fortune, banque d'affaires, d'accord, et voilà, d'autres éléments également ici. Donc, on a à peu près mortgage services, ce genre de choses-là. Donc, on a à peu près 2,227 milliards, d'accord, non-interest income. Et ici, interest income, d'accord, after credit loss provision, ici, c'est 3 514. Donc, c'est presque du 50-50. D'accord, donc ces revenus ici proviennent ici de, voilà, en majorité du segment des intérêts et une grande partie également du segment, la partie restante ici du segment qui ne demande, enfin, du segment, on va dire ici, c'est de rémunération ici par les frais, on va le dire comme ça. OK? So, ça peut être du 50-50. Si c'est le cas ici, voilà, ça reste quand même une compagnie d'assurance, etc. Donc, il faut toujours se protéger. Donc, on va avec le plus conservateur possible. OK? Donc, pour moi, ici, cette compagnie-ci, je ne vais pas la regarder à moins de 10 dollars ici. De toute façon, les compagnies bancaires ne m'intéressent pas. Et si j'y vais présentement en date d'aujourd'hui, c'est parce que je pense que les bénéfices nets sont là. Elle va continuer à générer ses bénéfices nets stables et croissants dans le temps. Et uniquement également parce que je me dis que voilà, cette entité-ci ne va pas être victime ici de bank run et ce genre de choses-là. Donc, je dois suivre ici l'évolution ici des dépôts. D'accord, je dois suivre aussi l'évolution ici des bénéfices nets par action et également comment est-ce qu'elle gère son balance sheet. OK, donc tout va bien si le balance sheet ici, s'il n'y a pas de souci au niveau de la maturité des actifs. OK, et s'il n'y a pas de outflow et si elle arrive à rémunérer les actionnaires ici. D'accord, d'abord les déposants. OK, c'est le cas précédemment ici, elle a eu de bons résultats, mais on n'était pas à l'abri ici d'un SVB, Silicon Valley Bank, qui, elle, avait également de bons résultats, mais ses clients retiraient très vite leur argent. D'accord? Et c'est qui lui demandait de vendre ses actifs ici. C'est pour ça que tout s'est emballé, c'est mort. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.